Bonjour, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est la forme non verbale de la communication. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, sans avoir jamais rencontré votre interlocuteur auparavant, le courant est passé? Ou pas? Dès les premières minutes de votre entrevue, des expressions de la vie courante illustrent d'ailleurs à merveille cette communication non verbale. On est sur la même longueur d'onde, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir. Là, ce sont les différentes expressions qu'on utilise quand la personne n'est pas là. Mais il ne faut pas oublier aussi que même si en présence de votre interlocuteur, le non-verbal, ça compte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le non-verbal ou la communication non-verbale? C'est ce qu'on verra sur cette vidéo. La plupart des gens, quand ils préparent leur discours, leur cours pour les professeurs ou n'importe quelle discussion, ils prêtent plus attention à ce qu'ils vont dire, c'est-à-dire au verbal, sans prêter attention au non-verbal. Et pourtant, la communication non-verbale a une grande influence sur nos relations avec autrui. Certes, si nos paroles ont un impact certain, il ne faut pas oublier que notre gestuelle, notre attitude, notre regard en disent bien plus que les mots. Alors, comment décoder ces éléments non verbaux? Comment les utiliser pour mieux communiquer? C'est ce qu'on verra tout de suite. Avant même de comprendre le sens des mots, l'auditoire, soit il est charmé, soit irrité par le son et la voix. Pour être conscient de son impact, il faut comprendre son mécanisme. Et pour maîtriser les effets de la voix, il faut travailler son placement, le volume, le débit, l'articulation et l'accentuation. Alors, pour se faire entendre, il y a l'emplacement de la voix. Le son, il naît dans le larynx. Le souffle, en passant, il fait vibrer les cordes vocales et produit une note. Cette note est transmise par le pharynx, la bouche et le nez. Ce sont les trois résonateurs. La bonne qualité de la voix, elle dépend de l'équilibre réalisé entre ces trois résonateurs. Ainsi, soit on trouve une résonance trop pharynxée, qui donne une voix qui est sourde, caverneuse, ou une résonance trop buccale, qui donne une voix rauque et autoritaire. Et la troisième, c'est une résonance trop nasale qui donne une voix fluette nasillarde. En ce qui concerne le volume, là, il faut prêter attention à ce point-là. Parce que pour se faire écouter, il faut d'abord se faire entendre. Une voix qui est trop faible, elle exige de l'auditoire un effort d'attention qui finit bien par aucune écoute de la part de l'auditoire. De la même façon, si la voix elle est trop forte, ça provoque un petit peu une gêne au niveau de l'auditoire qui se fatigue facilement. Maintenant, pour se faire comprendre, il y a l'articulation, il y a le débit, et il y a les pauses et silences et l'intonation. Ce qu'on entend par l'articulation. Bien articulé, il consiste à détacher et enchaîner correctement les syllabes. C'est le contraire de bredouiller ou d'avaler les mots. Donc, l'articulation, elle donne de la netteté à la parole. Pour le débit, ce qu'on entend par le débit, c'est la vitesse à laquelle l'orateur il parle. Il faut faire attention, un débit qui est lent, calme, il confère de la gravité aux propos. Par contre, un débit qui est précipité signifie agitation, nervosité. Cependant, la régularité trop respectée du débit, elle engendre la monotonie. C'est pourquoi il faut varier les changements de vitesse pour stimuler l'intérêt de l'auditeur. Maintenant, pour les pauses et silences.
Ce qu'on entend par les pauses et silences, tout simplement, ce sont les arrêts plus ou moins longs. Ils constituent une sorte de ponctuation orale. Ce sont des moyens qui sont très efficaces quand ils sont bien maîtrisés pour retenir ou attirer une attention défaillante, bien sûr de l'auditoire. Par exemple, s'il y a un arrêt sur un point important, automatiquement l'auditoire il va comprendre que le point est essentiel. Sinon, s'il y a un arrêt après une question, l'auditoire il comprend automatiquement que quelqu'un doit prendre la parole et répondre. Et enfin, s'il y a un arrêt au milieu d'une phrase, alors l'auditoire il regarde et cherche à comprendre ce qui se passe. Et on utilise cet arrêt au milieu d'une phrase pour attirer l'attention de l'auditoire. Maintenant, l'accentuation et l'intonation. L'accentuation, c'est insister sur une syllabe ou bien sur un mot. Mettre l'intonation, c'est changer la hauteur de la voix. En jouant sur ces deux éléments, la personne traduit des sentiments. Le regard. Ne dit-on pas qu'il est le miroir de l'âme? Au-delà de cette formule, le regard renvoie un maximum d'informations à celui qui sait le décrypter. Mais malheureusement, peu de gens qui prennent en considération cet élément essentiel de la communication non verbale. Parce qu'un contact visuel suffit parfois à donner la réponse à une question. L'intensité de ce dernier peut mettre à l'aise la personne vers qui il est tourné, ou bien au contraire la mettre mal à l'aise, voire même à la déstabiliser ou l'effrayer. Le regard peut être présent, appuyé, fixe, instable, fuyant, tourné vers le haut ou vers le sol, droit ou bien distrait. Et il envoie différentes informations. Avec un regard, je peux dominer, manipuler, fuir, exprimer une anxiété, un agacement, un ennui ou une colère, de la chaleur ou bienveillance. C'est pour ça, il faut bien prendre soin de regarder votre ou vos interlocuteurs dans les yeux. Je répète, il faut bien regarder votre auditoire dans les yeux sans être toutefois trop insistant pour ne pas les mettre mal à l'aise. Aussi, il faut faire attention, le regard il diffère quand on s'adresse à une seule personne ou à un petit groupe ou à un grand groupe. Quand il s'agit d'un petit groupe ou un groupe moyen, la technique elle est simple. Le contrôle d'écoute et de compréhension peut se faire par un échange de regards individuels. Si l'orateur regarde quelqu'un que cette personne ne lui rend pas son regard, ben, automatiquement il va chercher un autre participant qui est plus disponible. Son attention fixée sur une seule personne risque de provoquer une gêne. C'est-à-dire il ne faut pas toujours en parlant regarder une seule personne parce que cette personne, ça peut la rendre mal à l'aise. Mais à regarder à titre de rôle chacun des individus de l'auditoire. Mais si le groupe il est grand, il est impossible de vouloir établir un contact avec chaque participant. C'est impossible. Donc les mouvements du regard, il englobe davantage de personnes, c'est-à-dire regarder dans toutes les directions. Il arrive parfois que l'orateur ait à affronter un groupe qui est hostile. Alors comment il va procéder? Donc dans ce cas-là, le regard modifie sensiblement le rapport de force. Si l'orateur regarde chacun des participants avec attention, chaleur et disponibilité, il parvient à faire naître chez cet auditoire, qui au début était tenté de devenir des opposants, ce rôle d'auditeur attentif et disponible.
Il ne faut pas oublier aussi que le regard, il accroche sans appuyer, et il faut aussi jouer avec le regard. C'est-à-dire comment jouer avec le regard, parfois en s'adressant à un auditoire, bien sûr sans support, on risque d'avoir un trou de mémoire. Donc un trou de mémoire, la majorité, quand ils ont un trou de mémoire, pardon, ils bloquent, ils essayent de fuir l'auditoire. Au contraire, il faut continuer à les regarder un par un, et comme ça, automatiquement, le discours, il va revenir automatiquement. Et il ne faut pas oublier à la fin que le regard, il offre une image de soi. Parce que lorsqu'on est amené à dire, par exemple, quelque chose à quelqu'un et que cette personne a un regard fuyant, de multiples interprétations, il vient à l'esprit. Bien sûr, elles sont toutes négatives. On peut dire que cette personne, elle est taxée de menteuse, d'hypocrisie, ou elle est méprisante. Combien de fois il nous est arrivé de porter jugement sur une personne selon son look et se rendre par la suite qu'on s'est trompé à son compte? Pas une seule fois ou deux fois, mais maintes fois. Donc, le look, il fait référence à l'image que nous donnons de nous-mêmes dans les premiers instants. C'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de notre look. Quand je dis le look, c'est au niveau de l'habillement, c'est au niveau des couleurs choisies, c'est au niveau de la posture, c'est au niveau même de l'image qu'on veut donner de soi, c'est au niveau de la gestuelle aussi. Alors, il existe 3 types d'images. L'image projetée, souhaitée et reçue. Qu'est-ce qu'on entend par l'image projetée? L'image projetée, c'est l'image de soi. Alors que l'image souhaitée, c'est celle qu'on aimerait donner à l'autre. Mais l'image qu'on souhaite donner à l'autre n'est pas forcément l'image reçue, c'est qui est perçue par l'autre. Donc là, il faut essayer d'harmoniser entre les 3 types d'images pour donner une bonne impression sur soi, sans parler bien sûr. Donc, quand on parle de la communication non verbale, il n'y a pas seulement le regard ou bien la voix, il y a aussi le langage gestuel. Et dans le langage gestuel, là, il faut tenir compte de 3 types de gestes. Il y a les gestes parasites. Pourquoi on les appelle les gestes parasites? Parce que ils n'ont rien à voir avec le contenu de notre discours, mais ce sont des signes d'une émotion ou d'un manque d'engagement, c'est-à-dire faire des tics avec des gestes. Il y a aussi des gestes qu'on appelle les gestes fermés. Alors les gestes fermés, on va revoir ceci à travers des images bien sûr sur cette vidéo. Alors ce qu'on entend par les gestes fermés, tout simplement, qui sont dirigés vers soi ou en autocontact. Ils ne peuvent convaincre et servir seulement à nous rassurer, tout simplement. Il y a les gestes qui sont ouverts. Ils accompagnent notre message et soulignent certains points. On peut dire que ce sont des gestes de partage et d'engagement qui sont tournés vers les autres. Donc il faut faire attention, pour le geste, il doit être toujours haut, c'est-à-dire au-dessus du coude, parce qu'en dessous du coude, ils vont révéler un manque d'assurance. Si c'est vers l'avant, c'est une attitude de partage et d'ouverture aux autres. Si c'est vers l'arrière, l'attitude de fuite et de contrainte. Par exemple, pour une personne qui est en train de parler, l'auditoire, il fait attention à la posture, à sa posture, selon le niveau de ses épaules, ses mains et aussi bien sûr la position de ses pieds. Est-ce que c'est vers l'avant ou vers l'arrière? Si c'est vers l'avant, c'est une ouverture qu'il est prêt
à avoir des questions, à recevoir des questions, à faire c'est-à-dire une vraie discussion avec l'auditoire. Sinon, si c'est vers l'arrière, automatiquement, ça signifie que il a quelque chose, un message à passer et point, c'est tout. Il y a aussi la position qu'on a, c'est-à-dire quand on est assis. Là, il faut faire attention à la position des pieds. Est-ce que c'est vers l'avant ou bien vers l'arrière ou pied sur pied, etc. Là, ce sont des choses qu'on peut maîtriser par expérience parce qu'ils peuvent donner une mauvaise impression sur soi. Et malgré notre discours, malgré nos arguments, ceci peut nous trahir, c'est-à-dire nos gestes peuvent nous trahir et donner une image négative sur nous. Donc l'ampleur et la réalisation des mouvements, elles marquent notre état. Soit on est détendu ou bien anxieux, est-ce qu'on est chaleureux, ouvert ou fermé, timide ou pas. Donc chacun de nos gestes est inconsciemment interprété par notre interlocuteur. Et il peut déterminer l'issue d'une négociation, par exemple, ou carrément discréditer l'intervention de quelqu'un. Je donne des exemples. Par exemple, passer sa main dans ses cheveux, se frotter le nez, la bouche ou le menton sont autant d'éléments qui peuvent trahir un mensonge ou une grande anxiété. De même, comment dire, il y a des signes qui marquent une confiance en soi ou qu'on est à l'aise. Ça, c'est au niveau de la gestuelle. Maintenant, la posture. Ce qu'on entend par la posture. Eh bien, la posture, c'est la position générale de notre corps. C'est l'inclinaison de notre tête, la façon dont nous nous positionnons face à un interlocuteur. Automatiquement, ça envoie des messages qui sont inconscients. Avoir le dos droit, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains contrôlées, un regard non fuyant, sont autant d'éléments qui projettent une confiance en soi, une solidité, une force. Par contre, un dos qui est courbé vers l'avant, un regard fuyant, des mains constamment torturées peuvent marquer une timidité, un mal à l'aise, un manque de confiance, une nervosité. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des bras ou jambes croisés, il dénote une attitude fermée. Donc, premier type de gestuelle, c'est la gestuelle d'appui et de discours. Remarquez, dans les deux photos, ça exprime un appui et un discours, mais avec certaines différences. Si on regarde bien, le message de l'homme est bien sûr sa posture. Remarquez, au niveau de son message, il dit, c'est très simple, vous allez comprendre. Comment il appuie son discours? Tout simplement en associant le pouce et l'index, et il conserve le bras près du corps pour se protéger des agressions extérieures. Par contre, pour la femme, son message, retenez bien ce que je vais vous dire. Donc le doigt, il est pointé vers le haut, il attire l'attention sur l'importance du message. La gestuelle d'ouverture. Alors la gestuelle d'ouverture, remarquez le message de l'homme. Je vous comprends, croyez-moi, je fais ce que je peux.
Mais comment on peut dire que cette gestuelle est d'ouverture? Donc, en bon communicant, je fais preuve de bonne volonté et marque ma sincérité en montrant la paume de mes mains et en ouvrant les avant-bras. Donc là, ce sont des gestes d'ouverture. Cependant, si vous l'avez remarqué au niveau des pieds, ça trahit un petit peu une envie d'en finir avec une attitude de recul en mettant un pied en arrière. Donc, il faut avoir une harmonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le niveau des épaules, les mains et les pieds pour bien marquer votre ouverture ou fermeture, domination, etc. La gestuelle de fermeture. Donc, la gestuelle de fermeture, automatiquement, c'est le contraire de tout à l'heure. Donc, remarquez, les mains, ils sont serrés, les poings sont serrés. C'est un signe de désaccord. Il y a un petit recul en arrière. Et la personne, elle n'est plus euh, face à l'autre, mais légèrement de côté, prêt à lui tourner le dos. Et le menton en avant, c'est-à-dire pour rester sur ses gardes. Alors, la gestuelle de domination, comment on peut dominer un auditoire? Bon, on peut le dominer par plusieurs postures, mais le plus souvent, il y a deux postures qui le marquent. Premièrement, c'est celle de la femme, c'est les mains sur les hanches, façon cow-boy, un signe de virilité, d'autorité. Comme pour celui de l'homme, c'est-à-dire je peux rassembler mes idées en rapprochant mes mains vers l'avant, c'est-à-dire pour reprendre le contrôle, je défie mon interlocuteur en poussant le menton vers l'avant. Donc là, ce sont des signes de domination. Alors, gestuelle de soumission, ce qu'on appelle le namassi, donc c'est la position d'un élève puni. Remarquez, les mains sont croisées, donc le menton vers le bas, donc les épaules sont un peu baissées. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie soumission à 100%. Alors, la gestuelle d'autocontact. La gestuelle d'autocontact, elle peut être exprimée de deux manières différentes. Je peux me rassurer en touchant moi-même avec des gestes de protection, en mettant mes bras qui sont repliés vers moi et qui protègent mon buste qui est le siège de mes émotions. Donc je suis plus rassurée. Comme je peux me frotter les mains au fur et à mesure et les serrer pour en finir. Alors, pour la démarche, il y a deux types de démarches. Soit une démarche qui est tranquille et à pas feutré, comme le montre l'image de l'homme, comme je peux avoir une démarche qui est volontaire, dynamique, de la battante, avec un bras en avant, les épaules et le buste en avant, comme le montre la photo de la dame. Alors, enfin, la dernière partie de cette communication non verbale, ce sont les couleurs. Faut pas oublier que le fait de porter la même couleur, ça reflète aussi une image de soi sans s'en rendre compte. Par exemple, si notre couleur c'est le bleu, c'est-à-dire à force de porter trop de bleu sur toutes ces tonalités, ça peut marquer votre calme, votre sens de l'observation. Pour le jaune, ça marque votre vivacité d'esprit, votre facilité d'élocution. Aimer le vert et le porter souvent, ça parle de votre santé morale et physique, de votre jeunesse, de votre verdeur.
Mais il faut faire attention parce que ça finit par ennuyer votre interlocuteur, le fait de porter trop de vert. Le violet. Le violet, c'est une couleur, c'est-à-dire pour toutes les nuances du violet, que ce soit le lilas, le parme, etc. Ça peut exprimer votre profondeur d'esprit, votre spiritualité, votre intuition et votre inspiration. Mais il faut toujours le marier parce que le violet, ça peut être aussi exprimer de la tristesse. Le rose, ben, le rose, c'est une couleur qui marque de la douceur, c'est un côté tendre de votre personnalité. C'est pour ça que les personnes qui ont un peu des traits un peu durs au visage, rien que le fait de porter du rose, ça adoucit un petit peu cette dureté. L'orange, ben, c'est une couleur qui marque de la joie de vivre, de la chaleur humaine. Le beige. Pour le beige, c'est une couleur qui marque du très bon goût. Euh, c'est comme pour le noir et pour le blanc, mais il ne faut pas trop en abuser parce que à force de porter trop de beige, euh, ça peut marquer un peu de votre personnalité. Comme pour le noir, il absorbe les autres couleurs. Et le blanc est aussi, même s'il marque de la pureté de la personne, mais aussi il ne faut pas mettre tout en blanc ou bien tout en noir parce que ça peut refléter une image inverse de ce qu'on veut, vraiment, c'est-à-dire de ce qu'on souhaite vraiment. Enfin, le gris c'est une couleur qui est neutre. C'est-à-dire on peut pas vraiment donner un jugement sur une personne qui porte trop de gris, sauf si elle essaie de marier cette couleur avec d'autres couleurs. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.